La part de fortune et la récompense karmique. Schulman nous indique que la part de fortune dépend donc de la manière dont l'individu utilise son soleil, sa lune et son ascendant. Les bénéfices qu'il pourra en retirer dépendront de son mode de fonctionnement et de ces trois facteurs donc dans l'horoscope. S'ils ont été utilisés négativement, la part de fortune sera plutôt liée à l'infortune et cela peut se produire si l'individu n'a pas fait d'effort pour élever la conscience de ce que représente la Lune. Il est aisé de voir pourquoi il en est ainsi quand on réalise qu'en déplaçant le Soleil sur l'ascendant, le nouvel emplacement de la Lune va déterminer véritablement la position de la part de fortune dans l'horoscope. Si l'individu a utilisé sa Lune avec souplesse, comme une partie dynamique et intégrante de l'horoscope, accordant donc son âme au reste de son être, il peut alors s'attendre à ce que la part de fortune fonctionne positivement. Par contre, s'il a utilisé sa Lune comme un entrepôt de souvenirs négatifs, il faut qu'il s'attende à ce que la part de fortune ne s'exprime pas de manière positive. Même dans les cas les plus mauvais, la Lune représente la croissance, le changement, le développement de nouvelles habitudes et l'initiation à de nouvelles attitudes émotionnelles qui finalement l'aident à élever son karma. La plupart des astrologues adhèrent au principe que la Lune crée chez les gens leurs plus grosses difficultés. Il est intéressant de noter que, d'un point de vue horaire, la plupart des consultants demandent des rendez-vous pour une étude astrologique les jours où la Lune transite exactement la maison qui décrit la motivation de leur demande. Je vous invite à vérifier ce point. On peut ainsi voir l'importance du rôle de la Lune dans le mécanisme de nos problèmes. C'est dans l'étude de ce genre de questions que la part de fortune se révèle une source d'inspiration merveilleuse. Atteindre la part de fortune. À un niveau très simpliste, on peut considérer la part de fortune comme étant liée à la chance, à la source d'opportunité de réaliser ses plus grands désirs. Bien sûr, l'idée de chance, d'opportunité, d'accomplissement et de pleine réalisation reste abstraite si l'individu ne concentre pas ses efforts vers un but. Au début de ce siècle, de nombreux immigrants arrivèrent en Amérique en croyant que les rues étaient pavées d'or. Malheureusement, beaucoup durent bien vite déchanter. Il y en eut pourtant pour quelques-uns, et suffisamment pour faire de ce mythe une réalité dans leur vie, grâce à leurs efforts individuels. Pour atteindre la part de fortune, l'auteur nous indique que, et je vous passe certaines de ces allégories, il est primordial d'accepter d'être confronté à des obstacles sur le chemin et d'apprendre à les surmonter. Parce que si on n'accepte pas ça, on ne peut pas s'unir à notre part divine. Donc, en essence, d'après l'auteur, la part de fortune fonctionne de la même manière, tout est là, mais il faut se donner la peine de le prendre, et dans un sens, cela devient tout à fait clair. Il est question de la capacité de l'individu à recevoir qui dépend entièrement de ce qu'il accorde ou non sa vie aux idéaux les plus élevés. Si l'individu ne le fait pas, il se laisse détourner par des distractions momentanées, en apparence plus plaisantes et plus faciles à obtenir. Naturellement, le niveau de cette bénédiction divine dépend de chaque individu. Si les aspirations se situent sur le plan matériel, par exemple, la part de fortune agira sur ce plan. S'il les étend au domaine spirituel, la part de fortune agira également sur ce plan-là. Seuls ceux qui exercent un contrôle sur tous les aspects de leur vie l'auront aussi sur la part de fortune. Alors cela tend à limiter les possibilités, et si l'individu est capable d'avoir confiance dans le fait que tous les facteurs et circonstances de sa vie existent pour le bien ultime de son évolution, de même que pour celle du monde, il accroît alors le nombre illimité de possibilités inhérentes à la part de fortune. Cette vision des choses peut lui permettre de recevoir au-delà de ses espérances. Et cela peut lui permettre même
d'être dans quelque chose qui va dépasser l'objectif de départ. Il y a une grande préparation qui est nécessaire, cependant, pour qu'un tel rayonnement lumineux pénètre dans notre vie. Il est question de savoir jouer avec ses attitudes et de voir que celles-ci sont le reflet de nos systèmes de valeurs. Alors que ces valeurs, on les développe dans la jeunesse en fonction de l'influence de nos parents, mais nous pouvons voir cela sur un plan astrologique en suivant la position du soleil qui représente le père ou en suivant la position de la lune qui représente la mère. En vieillissant, l'individu commence à trouver des figures de substitution pour l'autorité et la douceur. Il y a un sentiment de sécurité qui est établi pour mettre en harmonie ces deux polarités, ainsi que d'autres facteurs dont nos systèmes de valeurs. Alors en d'autres termes, en vieillissant, les valeurs changent, certes, mais de toute façon, elles ne nous quittent jamais. Et c'est le modèle référentiel donc de nos positions solaires et lunaires dans le thème natal qui nous permet d'entretenir ce processus où les valeurs peuvent devenir les plus élevées, où le sentiment d'harmonie intérieure se rapproche de l'idéal qui incite à évoluer. Il y a de nombreux modes de référence lorsque nous souhaitons faire émerger une identité et exprimer les choses à travers l'ascendant. Que cette nouvelle identité soit proche ou éloignée de ce qu'on a appris dans sa jeunesse, ça n'a pas d'importance. Ce qui en a par contre, c'est que cela représente une déformation par rapport à l'idéal et qu'elle est soit harmonieuse quand c'est une combinaison de nos motivations profondes. En effet, si l'on est authentique vis-à-vis de nos motivations les plus profondes, le comportement qui va en découler correspondra à notre système de valeurs et nous conduira indubitablement vers la part de fortune. La part de fortune est donc un point focal déterminant. C'est le symbole de la plus belle récompense que peut recevoir un individu. C'est pourquoi elle devient un point extrêmement sensible et important dans l'horoscope. La part de fortune nous permet de voir au-delà de ce que perçoit le mental inférieur et cela crée une perspective propre à l'ouverture du mental supérieur et de l'intuition. C'est une ouverture qui amène les vrais idéaux et les desseins et leur donne la possibilité d'émerger pour que s'exprime une nature plus essentielle de notre âme. La spirale tourne enfin vers l'intérieur et vers l'extérieur. Les types planétaires et la part de fortune. Lorsque la naissance a lieu au moment de la pleine lune, la part de fortune se trouve toujours en maison 7, sans tenir compte des maisons réellement impliquées. Il y a une opposition entre soleil et lune qui indique toujours quelques conflits avec les parents. D'ordinaire, l'individu commence à le résoudre après qu'il se soit marié et qu'il ait eu des enfants. Dans cet exemple, la part de fortune en maison 7 indique l'intense satisfaction pouvant résulter de la résolution de conflits qui ont dominé pratiquement toute la première partie de la vie. À un autre niveau, qu'un individu se soit ou non marié, l'opposition Soleil-Lune donnera finalement une conscience claire et très objective. La part de fortune en maison 7, équilibrée, de la part de la maîtrise naturelle du signe de la Balance, offre aux natifs l'opportunité de voir la vie à travers les yeux des autres, aussi bien qu'à travers les siens. Sa perception de la vie s'étend à travers celle des autres. Une certaine harmonie s'établit finalement entre toutes les possibilités et les différentes manières de voir les choses. Le natif découvre l'unité intérieure et cela lui permet d'accroître son potentiel spirituel. Lorsque l'on trouve dans le thème natal une conjonction Soleil-Lune et donc une nouvelle lune dans l'horoscope, c'est que la part de fortune se trouve toujours près de l'ascendant. Lorsque le degré exact est trouvé de cette conjonction, la part de fortune peut se situer à 1 ou 2 degrés de la cuspide, soit en maison 1, soit en maison 12. Donc ici, la part de fortune d'une nouvelle lune montre que le natif va éprouver un grand sentiment d'accomplissement, à appréhender le monde lui-même, et cela en fonction
de sa vision propre plutôt que de celle des autres. Il aura besoin de cela. Et cela lui est possible si l'on apprend à utiliser la conjonction Soleil-Lune de la manière la plus positive. Alors on sera capable de créer l'harmonie au sein de la personnalité, à travers laquelle s'exprime un sentiment joyeux d'unité intérieure solidement établi. La vision de la vie va s'en trouver hautement subjective. Cependant, cet individu, ce natif, peut aussi associer fraîcheur et vitalité, étant donné que l'union du soleil et de la lune est bien présente. Le passé représenté par la lune est brûlé par la chaleur et la lumière du soleil. Il reste alors l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ, et c'est là que le déversement de l'esprit se fait sur la personnalité. Ainsi, cette personnalité va devenir un véhicule pour l'expression de l'âme. Lorsque la lune forme un carré au soleil, donc la part de fortune fait aussi cet aspect à l'ascendant et tombe soit dans la maison 4, soit dans la maison 10. Le milieu de ciel ou le nadir, les cuspides de ces maisons angulaires sont donc très sensibles. Elles sont sous la maîtrise naturelle de Saturne et de la Lune qui gouvernent respectivement le Capricorne et le Cancer. Ce qui, bien évidemment, met l'accent sur des potentialités latentes qui devraient se manifester. Ce carré Soleil-Lune indique une tension entre les parents, bien sûr, et l'individu la ressent et la porte en lui dans sa vie. Il y a donc là un besoin profond de trouver à résoudre ce conflit. Se mettre mentalement en harmonie avec l'un des parents permet habituellement d'y parvenir. La maison 4 symbolisant la mère et la maison 10 le père, ça c'est d'après l'œuvre de Schulman, hein, on a d'autres perspectives. La position exacte de la part indiquera clairement à travers lequel de ces deux parents l'individu pourra résoudre cette tension. Dans le cas de l'opposition, nous devons neutraliser le karma donc de plusieurs vies. Il faut essayer d'être au centre de l'univers et de comprendre le rôle mineur que nous tenons dans le plan cosmique, parce que finalement il doit y avoir un équilibre entre le donner et le prendre. Et il faut comprendre que lorsque l'un prend le pas sur l'autre, il n'y a plus d'objectivité réelle. L'individu a un pied dans le passé et l'autre dans le futur. Le désir d'agir cohabite avec celui de laisser faire les autres. On veut à la fois mener et être dirigé, évoluer tout en restant le même. Alors le besoin d'acquérir des biens coexiste avec celui d'être libre. Il n'est pas étonnant que l'individu né à la pleine lune soit déchiré dans ses contradictions. Il a le sentiment de vivre simultanément, oui, il est stimulé aussi, dans deux univers. Le Bouddha ainsi que d'autres maîtres ou autres êtres illuminés est un exemple d'une opposition soleil-lune et de l'ultime récompense de la part de fortune en maison 7. Alors, de différentes façons, cet aspect représente un fait, ce qui le rend plus difficile à escalader, mais au sommet, le point de vue est à couper le souffle. La naissance, au moment d'une nouvelle lune, semble être plus harmonieuse pour l'individu. Pourtant, il faut se souvenir que quand la lune symbolise nos réactions à l'environnement extérieur, elle représente aussi ce qu'un individu croit que les autres pensent de lui. Alors cette conjonction devient particulièrement difficile du fait que l'individu doit surmonter l'hyperconscience qu'il a de lui-même. Cette tâche doit être accomplie avant qu'il ne perçoive clairement autrui, sans que l'environnement extérieur soit considéré comme étant impliqué directement ou personnellement dans ce qu'il peut penser ou peut ressentir. Très souvent, dans sa jeunesse, le natif a pu s'identifier fortement aux objets et aux choses et aux gens. Et il croit que les autres remarquent toutes les erreurs qu'il commet, d'où sa tendance à trop réagir à la réaction facile par rapport à la réalité extérieure, qui est tout à fait en fait impersonnelle. Ces natifs ont souvent la tâche la plus difficile de se confronter à eux-mêmes pour développer une identité moins dépendante vis-à-vis de l'extérieur et plus proche finalement du respect de
du respect de leur être intérieur. L'entente des parents est souvent signifiée par la conjonction Soleil-Lune, certes, mais elle ne peut pas non plus être aussi évidente qu'elle ne le paraît en surface. D'ailleurs, il y a bien une originalité des idées et des attitudes qui peuvent être source de satisfaction, mais qui peuvent aussi représenter un obstacle pour établir l'identité, la profondeur et la complétude de l'être. Schulman nous rajoute que même si l'individu est tourné vers lui-même, il doit traverser le processus de croissance et de maturation. Il a besoin d'être plus centré sur ses espérances du futur et les idées nouvelles plutôt que sur celles qu'on a projetées sur lui étant enfant. Encore un exemple, dans le carré Soleil-Lune, nous avons une image totalement différente. L'ambition créée par le carré se verra donc acceptée en fin de compte par le parent représenté par la maison dans laquelle se trouve la part de fortune ou la cuspide la plus proche, et ainsi une puissante dynamique intérieure va pousser l'individu soit à compenser les imperfections ressenties dans son enfance, soit à surmonter l'impression d'être sous le contrôle de quelque autorité. Dans les deux cas, la tâche est moins question d'essayer de se faire plaisir que de se rendre digne de la reconnaissance de ceux que l'on considère comme nos supérieurs. Mais même avec cette motivation et cette perspective, l'individu est susceptible d'obtenir un grand accomplissement. Il peut y parvenir s'il reconnaît et ressent que les limitations créées par le pouvoir peuvent être surmontées en concrétisant, en recherchant et en consacrant sa vie à des idéaux. Alors la dernière relation majeure entre le Soleil et la Lune est le trigone. Cet aspect entre les luminaires est le signe d'une très belle harmonie interne des principes qu'il représente. Donc là, dans ce cas, la part de fortune fera toujours un trigone à l'ascendant, et dans de nombreux cas, la part se trouvera dans la 5e maison, sous la maîtrise du Lion. Donc, ou dans la maison 9, sous la maîtrise du Sagittaire, qui sont donc en trigone avec l'ascendant. Les maîtres respectifs sont donc le Soleil et Jupiter, qui donnent les qualités à l'aspect du trigone. Donc nous allons voir apparaître chez ce natif de la facilité, de l'aisance, de la confiance, la conviction qu'on agit correctement, de tout savoir et d'avoir beaucoup de chance. Ce trigone possède toutes ces qualités, même s'il n'est pas placé dans les signes ou les maisons susmentionnées. Le trigone révèle le besoin de cultiver activement le côté pratique de l'élément feu. Et par résonance avec les signes opposés, il va aussi activer les éléments air, enfin l'élément air. Il y a un aspect dynamique dans ce processus qui vient de Mars, maître du Bélier, l'initiateur de ce signe de feu cardinal. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être positives avec le trigone. Il y a encore d'autres mentions qui sont faites dans ce livre. Maintenant, on va pouvoir parler de la part de fortune et de l'horizon. Alors, la part de fortune agit différemment selon les hémisphères dans lesquels elle se trouve. Quand la part de fortune se trouve au-dessus de l'horizon, la réalisation de la personne est liée au don. Elle obtient la plus grande satisfaction à donner aux autres, et plus elle en est capable de générosité, plus elle accroît son sentiment d'accomplissement. En revanche, quand la part de fortune se trouve en dessous de l'horizon, l'individu obtient des autres, sous une forme ou sous une autre, des faveurs importantes. À voir les choses d'un point de vue karmique, peut-être son âme les a indubitablement méritées du fait de services rendus dans le passé. L'individu qui recevra ces récompenses en est à présent digne du fait que sa part de fortune se trouve dans l'hémisphère nord. Cela montre clairement si la personne a un karma de semeur ou de moissonneur dans cette vie. L'individu avec la part de fortune dans l'hémisphère inférieur sème le présent des graines d'amour afin d'en recueillir les fruits dans le futur. Il n'y a pas de plus grande joie que celle que l'on éprouve à donner. L'individu dont la part de fortune se trouve dans l'hémisphère supérieur récolte karmiquement le produit de tout ce qu'il a planté dans le passé, et recevoir avec humilité et gratitude, c'est vraiment être digne de ce don.